Il y a quelques jours, j'ai reçu un message que j'ai lu plusieurs fois avant de décider de le partager. Il m'a été envoyé par une femme nommée Rosa, qui vit dans un village intérieur et qui a mis presque 3 ans à l'écrire parce que, selon ses propres mots, le mettre par écrit le rend plus réel. Si tu as quelque chose de ce genre gardé, quelque chose que tu n'as pu raconter à personne, écris-moi. Je publie ces histoires parce que je pense qu'elles méritent d'être entendues. Ce que Rosa a vécu est arrivé quand elle était jeune et qu'elle est allée passer l'été chez sa grand-mère maternelle, dans un village où tout le monde se connaissait et où, selon ce qu'a découvert Rosa, tout le monde savait des choses dont personne ne parlait à voix haute. Elle avait 19 ans quand elle est allée passer l'été chez sa grand-mère Petra. Ce n'était pas la première fois que j'allais au village. Enfant, j'y étais allé plusieurs fois avec mes parents, mais cela faisait au moins 5 ans que je n'y étais pas retourné, et pendant ce temps, j'avais suffisamment changé pour voir l'endroit avec des yeux différents. Je n'étais plus l'enfant qui courait dans les champs sans rien demander. Maintenant, j'étais une jeune femme qui observait, qui remarquait, qui posait des questions qui parfois mettaient les adultes mal à l'aise. Le village s'appelait Veredas. Un nom étrange pour un village, je l'ai toujours pensé. Comme si quelqu'un avait voulu nommer, non pas le lieu, mais les chemins qui y menaient. Il y avait environ 300 personnes en hiver, peut-être le double en été avec ceux qui revenaient en visite. Des maisons blanches et basses, une église au centre, une place avec 2 bancs en pierre et un oranger si vieux que personne ne se souvenait l'avoir vu grandir. Le genre d'endroit où le temps passe autrement. Ma grand-mère Petra vivait seule depuis que mon grand-père était mort des années auparavant. C'était une femme petite et silencieuse, de celles qui ne parlent pas beaucoup mais qui, quand elles parlent, disent toujours quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. Elle m'a accueilli avec une longue étreinte et une soupe chaude, et pendant les premiers jours, tout était exactement ce que j'attendais de cet été. Tranquillité, chaleur sèche, longues après-midi sur le porche, nuit qui sentait la terre et le jasmin. C'est au cours de la 2e semaine que j'ai commencé à remarquer des choses. La première était la voisine. La maison de ma grand-mère Petra avait à droite un terrain vague et à gauche une autre maison, séparée à peine par un mur mitoyen bas. La femme qui vivait là s'appelait Dolores, bien que tout le monde dans le village l'appelait simplement la Lola, avec cet article devant qui dans certains villages est utilisé avec affection et dans d'autres avec autre chose qui n'est pas exactement de l'affection. La Lola devait avoir une 60aine d'années. Elle était grande pour être du village, de cette génération, et se déplaçait avec une lenteur particulière qui ne semblait pas être de la fatigue, mais de la délibération, comme si chaque mouvement qu'elle faisait avait été considéré avant d'être exécuté. Je l'avais vue quelquefois se pencher de son côté du mur, arrosant ses plantes, et chaque fois que nos regards se croisaient, elle détournait d'abord le regard, rapidement, comme si me regarder directement était quelque chose qu'elle préférait éviter. Je demandais à ma grand-mère Petra à son sujet un après-midi pendant que nous épluchions des haricots dans la cuisine. Ma grand-mère a pris un moment pour répondre. Ses mains continuaient à travailler avec cette efficacité automatique de celle qui a épluché des haricots des milliers de fois. La Lola est la Lola, dit-elle finalement, ce qui était le genre de réponse qui ne répondait à rien mais qui dans ce village semblait suffire. « Vous vous entendez bien ?» insistai-je. « Nous nous respectons, » dit ma grand-mère, et elle changea de sujet. Cette nuit-là, depuis ma chambre qui donnait sur le côté de la maison où se trouvait le mur mitoyen, j'ai entendu la Lola dans son jardin. Ce n'était pas rare qu'elle soit dehors à cette heure-là. C'était l'été, et la chaleur rendait la nuit préférable au jour. Mais ce que j'entendis n'était pas le bruit de quelqu'un arrosant ou assis tranquillement. C'était un murmure, continu, bas, avec ce rythme spécifique de quelqu'un qui récite quelque chose de mémoire. Comme une prière, pensais-je. Mais ce n'était pas le rythme d'une prière que je reconnaissais. Cela dura peut-être 20 minutes. Puis le silence et le son d'une porte se fermant. Je m'endormis en pensant à cela. Le marché du village avait lieu le mardi matin sur la place. Il était petit, 4 ou 5 stands, mais tout le monde y allait car le marché n'était pas seulement un lieu pour acheter, mais l'endroit où le village s'informait sur lui-même. Ma grand-mère Petra y allait chaque semaine sans faute. Et ce premier mardi, elle m'a emmené avec elle. C'est là que j'ai rencontré Amparo. Amparo avait mon âge, 19 ans, et elle était la petite fille de l'un des hommes qui tenait un stand de légumes. Elle était née dans le village mais avait passé les dernières années à étudier en ville, tout comme moi, et cela créait entre nous une sorte de terrain d'entente immédiat.
Nous avons commencé à parler pendant que nos grands-mères faisaient leurs courses, et lorsque le marché a pris fin, nous avions déjà convenu de nous revoir cet après-midi-là. Amparo connaissait le village avec cette intimité de ceux qui y ont grandi, mais aussi avec la distance critique de ceux qui ont été dehors assez longtemps pour le voir de l'extérieur. Elle me l'a expliqué en chemin vers la rivière cet après-midi-là, tandis que nous marchions sur l'un de ces sentiers entre les champs que le village avait en abondance. Veredas est un village étrange, me dit-elle, sans préambule. Tous les petits villages sont étranges, dis-je. Non, écoute. Elle me regarda. Ce village, spécifiquement, a des choses que les autres n'ont pas. Il les a toujours eues. Il y a des personnes ici qui font des choses que les gens préfèrent ne pas regarder de trop près. Quel genre de choses? Amparo hésita. Pas comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais comme quelqu'un qui sait exactement quoi dire et évalue s'il doit le dire. Tu connais la voisine de ta grand-mère? Demanda-t-elle. La Lola. Je m'arrêtai. Oui, dis-je. Je l'ai vue quelquefois. Ta grand-mère t'a dit quelque chose à son sujet? Elle m'a dit qu'on la respecte. Amparo lâcha un rire court, sans humour. C'est exactement ce que dirait ta grand-mère. Elle continua à marcher. La Lola a la réputation dans le village. Pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Sa mère l'avait aussi, et la mère de sa mère. Il y a des gens qui vont la voir quand ils ont des problèmes qu'ils ne savent pas comment résoudre. Et il y a des gens qui l'évitent complètement. Et il y a des gens, comme ta grand-mère, qui vivent à côté et simplement coexistent, avec précaution. Réputation de quoi exactement? Demandai-je, bien que j'avais déjà une idée. Amparo me regarda de côté. De savoir des choses, dit-elle. De pouvoir faire des choses. Des deux. Cette nuit-là, je demandai directement à ma grand-mère Petra. Nous étions dans le salon après le dîner, avec la télé allumée mais sans son, comme elle avait l'habitude de la laisser, et j'attendis qu'il y ait ce silence confortable qui s'installe entre des personnes qui se connaissent bien avant de parler. Amparo m'a raconté des choses sur la Lola, dis-je. Ma grand-mère n'a pas changé d'expression. Elle a continué à regarder l'écran. Amparo parle beaucoup, a-t-elle dit. Est-ce vrai ce qu'on dit d'elle? Maintenant, elle m'a regardé, avec cette attention qu'il était difficile de soutenir parce qu'elle avait en elle quelque chose que je ne savais pas comment nommer, quelque chose de vieux et de précis. Dans ce village, a dit ma grand-mère Petra, il y a des choses qui existent, même si personne ne les nomme. Et il y a des choses qui cessent d'exister si on les nomme trop. Ce que fait Lola fait partie des premières. Et c'est bon ou mauvais? Ma grand-mère a réfléchi un moment. C'est ce que c'est, a-t-elle finalement dit. Cela fait des générations qu'elle est ce qu'elle est. Avant que ce village ait ce nom, il y avait déjà quelqu'un comme Lola. Et tant que le village existera, il y aura toujours quelqu'un. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement la façon dont fonctionne cet endroit. Est-ce que tu lui as demandé quelque chose un jour? Ai-je demandé? Ma grand-mère a de nouveau regardé l'écran. Dors, Rosa, a-t-elle dit. Et ce fut la dernière fois que nous en avons parlé directement. C'est Amparo qui m'en a dit plus, tout au long de cette semaine, en fragments qu'elle lâchait avec la naturelle de quelqu'un qui a toute sa vie entendu ces choses et qui ne distingue plus quand elles sont extraordinaires. La Lola, selon Amparo, était ce que dans le village on appelait une guérisseuse, bien que ce mot soit trop simple et trop innocent pour ce que cela impliquait réellement. Oui, elle préparait des remèdes avec des plantes, et oui, les gens venaient à elle lorsque le médecin du village voisin ne donnait pas de réponse satisfaisante. Mais elle faisait aussi d'autres choses. Elle défaisait des maux, disaient certains. Elle mettait des mots, disaient d'autres, bien que ceux-là le disaient toujours à voix basse. Elle connaissait des façons d'intervenir dans des affaires qui n'avaient pas de solution visible. « Et tu lui crois ?» demandai-je à Amparo un jour. Elle considéra la question avec sérieux. « J'ai vu des choses, dit-elle. Quand j'étais petite, la fille d'un voisin est tombée très malade. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. La famille est allée voir Lola. Une semaine après, la petite fille allait bien. Elle marqua une pause. Il pourrait y avoir une explication naturelle, probablement qu'il y en avait une, mais il y a aussi d'autres choses que j'ai vues qui n'ont pas d'explication naturelle. Donc je ne sais pas si je peux lui faire confiance exactement. Ce que je sais, c'est que cela ne me semble pas prudent de ne pas lui faire confiance. C'était une distinction fine, mais je l'ai parfaitement comprise. L'événement qui a tout changé s'est produit un jeudi soir, vers la fin de la 3e semaine. Ma grand-mère Petra s'était couchée tôt parce qu'elle avait un mal de tête.
Je suis resté dans le salon à lire jusqu'à tard, avec la fenêtre ouverte sur la chaleur nocturne et le son des grillons dehors, remplissant le silence. C'était l'une de ces nuits d'été parfaites qui font que le monde semble calme et complet. Vers 11h30, j'ai entendu des pas dans la rue. Ce n'était pas rare. Bien que le village soit petit, il y avait des gens qui sortaient se promener la nuit pour échapper à la chaleur. Mais ces pas se sont arrêtés devant la maison. Et puis, j'ai entendu un léger coup à la porte. Pas un coup urgent ni fort. 3 coups discrets, avec les jointures. Je me suis approché de la porte. J'ai hésité un moment. « Qui est-ce » dis-je, sans ouvrir. « C'est Lola », dit la voix de l'autre côté. « J'ai besoin de parler à ta grand-mère. » J'ai ouvert la porte. La Lola était debout sur le seuil, avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur son visage. Pas exactement de la peur, car il me semblait que la Lola n'était pas une personne qui se laissait facilement effrayer. C'était quelque chose de plus proche de l'inquiétude intense de quelqu'un qui a évalué une situation et a déterminé qu'elle nécessite une attention immédiate. « Ma grand-mère a des migraines, dis-je. Elle dort. Réveille-la, dit la Lola. C'est important. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit y aller sans plus de questions. Je réveillai ma grand-mère Petra. Elle s'assit sur le lit, me regarda, et par la façon dont elle le fit, je sus qu'elle avait compris sans que je dise rien que quelque chose avait changé. « La Lola » dit-elle. Oui, ma grand-mère s'est levée, a enfilé son peignoir et est allée dans le salon. Je les ai entendus parler depuis le couloir, non pas parce que j'espionnais activement, mais parce que la maison était petite et que les voix voyageaient. Je n'ai pas pu tout entendre, seulement des fragments. Lola parlait à voix basse et rapidement, et ma grand-mère répondait par des monosyllabes et des questions courtes. Ce que j'ai compris, c'est ceci. Lola avait vu quelque chose cette nuit-là, à la lisière du village, sur le chemin qui menait au champ à l'est. Je n'ai pas bien compris exactement ce qu'elle avait vu, mais l'urgence avec laquelle elle le décrivait était suffisamment éloquente. Après une vingtaine de minutes, ma grand-mère est venue dans le couloir. « Va dans ta chambre, Rosa » m'a-t-elle dit. « Que se passe-t-il ?»« Rien qui te concerne ce soir. » Elle m'a regardé. « Et ne ouvre pas la fenêtre. Laisse-la fermer jusqu'à demain. »« Grand-mère. » Rosa. Sa voix avait ce ton qui n'admettait pas de négociation. « Va dans ta chambre et ferme la fenêtre. » Je suis allé. J'ai fermé la fenêtre. Je suis restée assise sur le lit à écouter. La Lola est restée dans la maison jusqu'après minuit. Je les ai entendus bouger. J'ai entendu le bruit de la cuisine, une odeur de quelque chose qui se réchauffait et que je ne reconnaissais pas. Ce n'était aucune des choses que ma grand-mère cuisinait normalement. Et à un moment, brièvement, j'ai entendu les deux femmes réciter quelque chose à l'unisson, avec ce rythme que j'avais déjà entendu de la Lola dans son jardin, mais maintenant plus clair et plus intentionnel. Puis, le silence, la porte, les pas de la Lola s'éloignant dans la rue, et ma grand-mère frappant doucement à ma porte. « Ça y est, dit-elle de l'extérieur. Tu peux dormir tranquille. »« Qu'est-ce que c'était ?» demandai-je. Une longue pause. « Une chose qui s'était approchée de trop près, dit ma grand-mère. Elle n'est plus là. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Mais je n'ai rien entendu d'autre. » Le lendemain, Amparo remarqua que j'avais quelque chose de différent sur le visage, cette expression de quelqu'un qui a été témoin de quelque chose qu'il ne sait pas comment classer, et elle me demanda directement ce qui s'était passé. Je lui racontai tout. Les pas, les 3 coups, la conversation que je n'ai pas pu entendre en entier, l'odeur étrange venant de la cuisine, le récit à voix basse des deux femmes. Amparo écouta sans interrompre. Quand j'eus terminé, elle hocha lentement la tête. « Près du chemin de l'Est ?» demanda-t-elle. « C'est ce que j'ai compris, oui. Ce chemin a une histoire, dit-elle. Les gens du village ne l'utilisent pas la nuit. Ça fait longtemps qu'ils ne l'utilisent plus. » Elle me regarda. « Il y a une vieille histoire à propos de ce chemin, à propos de quelque chose qui le fréquente depuis des générations. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce sont ces choses qui se racontent, et que plus personne ne sait d'où elles viennent. Mais ce que je sais, c'est que les gens ici l'évitent la nuit pour des raisons très concrètes. »« Quel genre d'histoire ?» demandai-je. Amparo mit du temps à répondre. « Quelqu'un a fait un pacte sur ce chemin il y a longtemps, dit-elle. Pas quelqu'un d'aujourd'hui, quelqu'un d'avant, quand le village était beaucoup plus petit et les choses dans ces champs étaient encore plus accessibles. Le pacte était pour obtenir quelque chose, de la terre, des récoltes,
Je ne sais pas exactement les détails, et ce qu'il a reçu en échange du pacte continue de venir réclamer. Elle marqua une pause. C'est ce qu'on raconte, et ce que Lola, et avant elle sa mère, et avant sa grand-mère, s'occupent de gérer. Je l'ai traité en silence. Et ma grand-mère le sait, dis-je finalement. Ta grand-mère vit à côté de Lola depuis 70 ans, dit Amparo. Que crois-tu? Je n'ai plus demandé à ma grand-mère Petra à propos de cette nuit-là. Elle ne l'a pas non plus mentionné à nouveau. Nous avons continué avec la routine de l'été, les matins au marché, les après-midi sur le porche, les nuits avec la télé sans son, comme si rien n'avait changé. Mais j'avais changé la façon dont je voyais les choses. J'ai commencé à remarquer des détails que j'aurais auparavant ignorés. Les plantes spécifiques qui poussaient dans le jardin de Lola, dont certaines que j'avais vues se dessécher en bouquet dans la cuisine de ma grand-mère sans lui demander à quoi elles servaient. Les marques discrètes sur le seuil de la porte de ma grand-mère, tracées avec quelque chose qui se renouvelait périodiquement car la couleur changeait. La façon dont Lola et ma grand-mère se saluaient lorsqu'elles se croisaient. Un geste bref de la main qui n'était pas exactement une salutation décontractée, mais quelque chose de plus codifié, de plus délibéré. Un langage, ai-je compris. Une langue entre des personnes qui partageaient une connaissance qui n'était pas discutée à voix haute. La dernière semaine de mon séjour, Lola m'a appelé de son côté du mur mitoyen. J'étais dans le jardin, arrosant les plantes de ma grand-mère pendant qu'elle se reposait, et la voix de Lola m'est parvenue calme et directe. Rosa. Je me suis approché du mur. Lola était debout de l'autre côté, avec cette façon à elle d'être complètement immobile, comme quelque chose qui n'a pas besoin de bouger pour prouver qu'elle est présente. Oui, dis-je. Elle m'a regardé pendant un moment, avec ce regard direct qu'elle avait évité pendant les premières semaines. Maintenant, elle ne l'évitait plus. Tu as les yeux de ta grand-mère, a-t-elle dit. Pas ceux de ta mère, ceux de ta grand-mère. Je ne savais pas quoi répondre. C'était une observation étrange. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit qui suggérait que ce n'était pas un commentaire sur la ressemblance physique. Ta grand-mère est une bonne femme, a continué Lola. Elle a été une bonne voisine, elle a compris ce qu'il fallait comprendre et a laissé en paix ce qu'il fallait laisser en paix. Tout le monde ne sait pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ai-je demandé. La Lola me fixa du regard. Il y a des choses qui sont ici depuis plus longtemps que nous, dit-elle, et qui vont rester ici plus longtemps que nos petits-enfants. Et que la manière de vivre avec ça n'est ni de l'ignorer, ni de l'affronter. C'est de savoir quand agir et quand rester immobile. Elle fit une pause. Toi, tu as ça, dit-elle. Je l'ai remarqué depuis que tu es arrivé. Et sans plus, elle retourna à ses plantes. Cette nuit-là, je l'ai raconté à ma grand-mère Petra. Je lui ai dit exactement ce que Lola m'avait dit, mot pour mot. Ma grand-mère m'écouta. Et quand j'eus terminé, pour la première fois de tout cet été, elle me regarda avec une expression qui n'était pas la d'habitude. Ce n'était pas celle de la femme pratique et silencieuse. C'était quelque chose de plus ouvert. Quelque chose qui ressemblait, si je ne me trompe pas, au soulagement. Lola ne dit pas ces choses à n'importe qui, dit-elle. Qu'est-ce que ça signifie? Ma grand-mère réfléchit pendant un long moment. Ça signifie que quand je ne serai plus là, dit-elle finalement, elle va avoir besoin de quelqu'un. Et qu'elle pense que ce quelqu'un pourrait être toi. Le silence qui a suivi était l'un de ces silences qui changent le poids de tout ce qu'il contient. Je suis revenu en ville en septembre. Je n'ai parlé de cet été à personne. Non pas que je n'en ai pas eu envie, mais parce que je ne savais pas par où commencer. Il y a des expériences qui n'ont pas de format naturel dans le langage quotidien, qui nécessitent un contexte que la plupart des gens n'ont pas, et les raconter sans ce contexte, c'est risquer de les faire sonner comme autre chose que ce qu'elles sont. Je suis revenu à Veredas l'été suivant, et l'autre. Chaque fois, je passais plus de temps avec Lola, non de manière formelle, pas comme une élève avec une maîtresse, mais de la manière naturelle dont certaines choses se transmettent, à travers l'observation, la présence et la conversation qui ne semblent pas toujours être une conversation. J'ai appris sur les plantes. J'ai appris à lire certains signes dans le comportement des animaux et dans les changements du climat qui n'avaient rien à voir avec la météorologie. J'ai appris à reconnaître quand le chemin de l'Est devait être évité et quand il était calme. J'ai appris le geste de salutation que Lola et ma grand-mère utilisaient entre elles et ce que cela signifiait. Ma grand-mère Petra est morte il y a 2 ans. Elle est partie paisiblement, dans son lit à l'aube, de la manière dont meurent les gens qui ont bien fait leur travail dans la vie.
Quand je suis allé à Veredas pour l'enterrement, Lola m'attendait sur le porche de sa maison. Elle ne m'a pas embrassé, ce n'était pas son style. Elle m'a juste regardé quand je suis passé devant sa porte. « Quand tu seras prête ?» a-t-elle dit. Rien de plus. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'était il y a 2 ans. Je ne sais toujours pas si je suis prête. Mais je continue à retourner à Veredas. Et le chemin de l'Est, pour l'instant, reste paisible. Bien qu'il y ait des nuits, quand la chaleur est intense et que l'air a cette odeur spécifique que j'ai appris à reconnaître, où je sais que cela ne va pas rester paisible pour toujours, et que quand ce moment arrivera, je vais devoir savoir quoi faire. C'est tout ce que je peux raconter pour l'instant. C'est ce que Rosa m'a écrit. À la fin du message, elle a ajouté qu'elle continue d'aller à Veredas chaque été et que Lola est toujours là. Elle ne m'a pas donné plus de détails et en vérité, je n'en ai pas besoin non plus. Il y a des histoires qui se soutiennent mieux avec ce qu'elles ne disent pas. Si quelque chose de ce que Rosa a raconté te semble familier, si tu as grandi dans un endroit où il y avait des personnes comme Lola, ou où certaines choses se savaient sans être nommées, j'aimerais que tu le laisses dans les commentaires. Ces histoires méritent aussi d'être racontées. Prends soin de toi ce soir. On se retrouve dans la prochaine histoire. J'ai ici le témoignage d'une auditrice qui signe comme Patricia, depuis la Bolivie. Elle m'a écrit que ce qu'elle va raconter est arrivé quand elle avait 51 ans, lors d'un voyage qu'elle a fait seule dans un village où sa famille avait vécu des générations auparavant. Elle dit qu'elle est allée chercher ses racines et a trouvé quelque chose que personne ne lui avait averti. Si vous avez une histoire de famille qui cache plus qu'il n'y paraît, j'aimerais beaucoup la lire ci-dessous. Maintenant, voici ce que Patricia a découvert. Je suis allée à Altamira pour chercher mes morts. Pas au sens littéral, bien que ce qui s'est passé ensuite donne à cette phrase un sens qu'elle n'avait pas à ce moment-là. Je suis allé là-bas parce que cela faisait des années que je voulais le faire, et parce que à 51 ans, on commence à comprendre que les choses qui sont remises indéfiniment finissent par ne jamais se produire. Je suis parti parce que ma mère, avant de mourir, m'avait parlé plusieurs fois de ce village avec un mélange de nostalgie et de quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose ressemblant à la culpabilité ou au soulagement de celui qui a laissé quelque chose derrière lui et n'est pas complètement sûr d'avoir bien fait. Altamira était le village où ma grand-mère maternelle était née, et la mère de ma grand-mère, et la mère de celle-ci, une lignée de femmes qui avaient vécu dans cet endroit pendant des générations, jusqu'à ce que ma grand-mère le quitte à 20 ans avec mon grand-père et ne soit jamais revenue. Jamais. En 50 ans de vie adulte, ma grand-mère n'est jamais retournée à Altamira une seule fois. Quand nous lui demandions pourquoi, elle disait qu'il n'y avait plus rien à voir. Que tout ce que cet endroit avait été pour elle était resté dans le passé, et que le passé valait mieux ne pas remuer. Je n'ai jamais compris cela, jusqu'à ce que j'y aille. Altamira se trouvait à environ 6 heures de la ville où je vis par la route. C'était un village de taille moyenne selon les normes de la région, avec une place centrale, une église coloniale, un marché le dimanche. Je suis arrivé un jeudi après-midi dans ma propre voiture, avec une réservation dans une petite auberge que j'avais trouvée sur Internet et qui avait 3 étoiles et des photos montrant des chambres propres et une cour avec des fleurs. Ce que les photos ne montraient pas, c'était ce que j'ai ressenti en entrant dans le village. Ce n'était rien de concret. Il n'y avait aucun signe visible, aucun son, aucune odeur particulière. C'était simplement une sensation que l'air changeait en franchissant la limite du village. Il devenait plus dense, plus calme, comme l'air d'un espace clos qui était ainsi depuis longtemps. Et avec cela, une légère gêne que j'attribuais à la fatigue du voyage et au poids d'être dans un endroit qui portait tout le sens que je lui avais donné avant de le connaître. Je me suis installé dans l'auberge. La dame qui l'administrait s'appelait Doña Inés, une femme d'environ 65 ans, avec les cheveux relevés et des mains de travailleuse. Elle m'a demandé le nom de famille pour l'enregistrement, comme c'est la coutume, et quand je l'ai dit, elle m'a regardé d'une manière qui a duré à peine une seconde mais que j'ai remarqué. « Famille d'ici » a-t-elle demandé. « Du côté de ma mère » ai-je dit. Ma grand-mère était d'Altamira, elle est née ici. Doña Inés a hoché la tête et a continué avec l'enregistrement sans rien dire de plus. Ce soir-là, j'ai dîné dans un restaurant de la place et je me suis couché tôt. Le matin, je pensais aller au registre civil pour chercher des documents sur mes ancêtres et au cimetière pour trouver les tombes de ceux qui avaient vécu dans ce village avant moi.
J'ai bien dormi cette première nuit. Sans rêve, ou du moins sans aucun dont je me souvienne au réveil. Le registre civil ouvrait à 9 heures. La fonctionnaire qui m'a reçu, une jeune femme qui n'avait pas plus de 25 ans, a cherché dans le système le nom de famille de ma grand-mère, puis dans les archives physiques, qui pour les années les plus anciennes restaient en papier et non numériques. Elle a trouvé des registres, plusieurs, qui couvraient plusieurs générations. Naissance, mariage, décès. J'ai documenté tout cela dans un carnet. Cette chaîne de noms et de dates qui construit l'histoire d'une famille d'une manière qu'aucune conversation familiale ne parvient à capturer entièrement. C'est dans l'un de ces documents que j'ai trouvé la première chose que je ne m'attendais pas à découvrir. L'acte de décès d'une femme qui était morte il y a 120 ans. Arrière-grand-mère de ma grand-mère selon la chaîne que je reconstruisais. La cause du décès était notée avec la calligraphie formelle des registres de cette époque. La fonctionnaire m'a aidé à la lire car le papier était détérioré et l'écriture difficile. La cause du décès notée était « consomption par pacte ». Je suis resté à regarder cette phrase. Que signifie cela? Ai-je demandé à la fonctionnaire. Elle a relu le document, fronçant les sourcils. « Je ne sais pas », a-t-elle dit. C'est une annotation rare. Normalement, à cette époque, il mettait maladie, accident. C'est inhabituel. J'ai photographié le document et j'ai continué à examiner. Au cimetière, cet après-midi-là, j'ai trouvé les tombes sans beaucoup de difficultés. Elles étaient dans la section la plus ancienne, avec des pierres tombales que le temps avait partiellement couvertes de lichen et qui avaient cette apparence des choses qui attendent depuis longtemps que quelqu'un les visite. Je les ai photographiées, lisant les noms, reliant les dates à ce que j'avais trouvé dans l'état civil. C'était un travail calme et d'une certaine manière émouvant. Ce étaient de mes morts. Des personnes que je n'avais pas connues, mais qui faisaient partie de ce que j'étais. Je suis arrivé à la tombe la plus ancienne que j'ai trouvée avec mon nom de famille. Celle de la femme dont l'acte de décès disait consomption par pacte. La pierre tombale était simple, juste le nom et les dates. Mais elle avait quelque chose gravé en dessous que les autres n'avaient pas. Un petit symbole sur le bord inférieur de la pierre, partiellement recouvert par le lichen. Je l'ai nettoyé avec soin avec un mouchoir humide. C'était un symbole que je ne reconnaissais pas, avec des bords courbes et des lignes qui se croisaient d'une manière qui n'était pas décorative. Il avait la qualité des symboles qui signifient quelque chose de spécifique pour ceux qui les connaissent et ne signifient rien pour ceux qui ne les connaissent pas. Je l'ai aussi photographié. Cette nuit-là à l'auberge, en passant en revue les photos sur mon téléphone, j'ai montré le symbole à Doña Inès, qui était à la réception quand je suis passé. Elle a regardé la photo pendant un moment. « Où avez-vous trouvé cela ?» a-t-elle demandé. « Dans une tombe du cimetière. Ma famille, Doña Inès m'a rendu le téléphone. » « Combien de temps restez-vous » a-t-elle demandé. « Je pensais rester jusqu'à dimanche, ai-je dit. » Elle a hoché lentement la tête. « Il y a une femme dans le village, dit-elle. Elle s'appelle Doña Remedios. Elle vit dans la rue qui descend vers la rivière, la deuxième maison avec un portail vert. Elle sait des choses à ce sujet. Si vous voulez comprendre ce que vous avez trouvé, allez la voir demain. » « Quelle sorte de choses c'est-elle ?»« Celle d'ici, dit Doña Inès. Celle de ce village en particulier. » Je suis allé voir Doña Remedios le lendemain matin. C'était une femme âgée qui semblait avoir plus d'années qu'elle n'en avait probablement, avec cette apparence que parfois ont les gens qui ont longtemps porté des choses lourdes. Sa maison était petite et ordonnée et sentait les herbes que je ne savais pas identifier. Elle me fit entrer sans demander qui j'étais ni ce que je voulais, comme si elle m'attendait. Je lui montrai la photo du symbole sur la tombe. Doña Remedios la regarda pendant un long moment. Puis elle me regarda. « Quel est votre nom de famille ?» demanda-t-elle. Je le lui dis. Elle hocha la tête, avec l'expression de quelqu'un qui confirme quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Votre famille a une histoire dans ce village, » dit-elle. « Pas toute, mais une partie importante. En savez-vous quelque chose ? Seulement que ma grand-mère est partie il y a 50 ans et n'est jamais revenue. Votre grand-mère est partie parce qu'elle savait, dit Doña Remedios. Ou du moins, elle le soupçonnait. Les femmes de sa famille ont toujours su, d'une manière ou d'une autre. Le problème est que savoir ne suffit pas à briser ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait ? Doña Remedios se leva et alla à un placard d'où elle sortit un gros livre à couverture en cuir, qu'elle posa sur la table entre les deux. Il y a 140 ans, dit-il, une femme de sa famille a fait un pacte. Je ne connais pas les détails exacts, personne ne les connaît vraiment, mais le résultat est documentable. À partir de ce pacte, la lignée féminine de cette famille a eu certaines choses, prospérité, santé,
Les filles naissaient bien, grandissaient bien, vivaient bien, pendant quelques générations. Et le prix? Le prix était que quelque chose aurait le droit d'être proche, pas à l'intérieur, pas en contrôlant. Proche, observant. Et tous les quelques générations, réclamant une. Il resta silencieux un moment. L'arrière-grand-mère de votre grand-mère a été la première à payer, continua-t-il. C'est celle qui est mentionnée comme consomption par pacte dans le registre. Elle est morte jeune et d'une manière que les médecins de l'époque n'ont pas su expliquer. Après elle, il y en a eu d'autres. Pas toujours des morts. Parfois c'était quelque chose de différent. Une qui se perdait, une qui devenait folle, une qui disparaissait sans explication. La chaîne continue. Et ma grand-mère le savait? Votre grand-mère savait que si elle restait à Altamira, où le lien est ancré, la proximité était plus grande. S'éloigner ne rompt pas le lien mais l'affaiblit. Doña Remedios me regarda directement. Vous êtes venu ici, volontairement, et vous avez apporté votre nom avec vous. Le silence qui suivit avait du poids. Que signifie cela? Demandai-je. Que ce qui est ancré ici vous a reconnu lorsque vous êtes entré dans le village, dit-elle. Que maintenant, il sait que vous existez et où vous êtes. Et que dois-je faire? Doña Remedios ouvrit le gros livre et chercha parmi ses pages jusqu'à atteindre une section marquée par un morceau de tissu. Il y a un moyen de se notifier, dit-elle. Pas de rompre, car cela nécessiterait des choses qui ne sont plus disponibles. Mais oui, de faire savoir que vous êtes venu volontairement, que vous avez honoré la dette par votre présence, et que vous pouvez partir. Cela suffit parfois pour que le cycle ne s'avance pas sur vous. Parfois, je n'ai pas de certitude, dit-elle. Juste de l'expérience. Nous avons fait ce que Madame Remedios a indiqué ce soir-là. Nous sommes retournés au cimetière, à la tombe avec le symbole. Madame Remedios a apporté des choses que je ne vais pas décrire en détail car elle m'a demandé de ne pas le faire. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été dit quelque chose à voix haute dirigée vers la pierre, et que j'ai répété certains mots quand elle me l'a indiqué, et qu'à un moment de ce processus, la température dans cette section du cimetière a baissé d'une manière qui ne correspondait ni au vent, ni à l'ombre d'un arbre. Et puis elle a de nouveau augmenté, progressivement, jusqu'à atteindre la température normale d'un après-midi d'octobre. Madame Remedios a dit que c'était suffisant. Je suis resté cette nuit-là et je suis parti le lendemain, un samedi, un jour avant ce qui était prévu. Sur le chemin du retour, à mi-chemin, je me suis arrêté pour faire le plein. En attendant, j'ai regardé mon téléphone et j'ai trouvé un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait simplement « Vous pouvez partir maintenant ». Il n'y avait aucun nom. Le numéro, quand j'ai essayé de le chercher plus tard, ne correspondait à aucun contact connu et quand j'ai essayé de l'appeler, la tonalité était celle d'une ligne inexistante. Je n'ai jamais su de qui venait ce message. Je ne l'ai pas non plus demandé. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appelé une cousine, la seule parente de cette lignée qui me reste, et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Pas tout, mais assez. Je lui ai dit que j'avais des informations sur la famille, des documents, des photographies, que quand elle voudrait, nous pourrions parler. Ma cousine a écouté en silence et à la fin a dit « Ma mère a toujours dit qu'il ne fallait pas aller dans ce village. Et tu savais pourquoi ?»« Pas exactement, dit-elle. Mais il y a des choses que l'on apprend à ne pas demander. Je continue à penser à ça. À combien les femmes de ma famille savaient qu'elles avaient choisi de ne rien dire. Ah, si le silence était une protection, ou si c'est le silence qui a permis à l'histoire de continuer à se répéter sans que personne ne l'interrompe. Je n'ai pas de réponse à cela. Ce que je sais, c'est que depuis que je suis revenu d'Altamira, il y a quelque chose qui a changé. Pas dans le monde extérieur, mais en moi. Une sorte de conscience que certaines choses existent, et que les ignorer ne les fait pas disparaître. Ma grand-mère le savait. C'est pourquoi elle est partie. Je suis allé, et je crois que j'ai survécu. Créo. Jusqu'ici, voici ce que Patricia a voulu partager. Elle m'a dit que l'écrire lui a pris des mois, qu'il y avait des parties qu'elle ne savait pas comment mettre en mots. Elle y est parvenue. Si tu as une histoire de famille qui cache des secrets que personne n'arrive à expliquer, ou si un jour tu es allé chercher tes racines et que tu as trouvé plus que ce que tu attendais, raconte-le-moi dans les commentaires. J'adore lire ces histoires. Et si ce soir tu es resté à écouter jusqu'ici, abonne-toi. Il y a beaucoup d'autres témoignages qui t'attendent. Repose-toi bien. On se reparle bientôt.
Un suiveur qui préfère que je ne mentionne pas son vrai nom m'a envoyé cette histoire il y a quelques jours depuis Montevideo, Uruguay. Il m'a juste dit qu'il s'appelle Sébastien, et que ce qu'il a vécu est lié à un objet qu'il a hérité de son grand-père lorsqu'il est décédé. Il m'a écrit que depuis le jour où il l'a ouvert, rien dans sa vie n'a été pareil. Si tu as une expérience que tu souhaites partager, n'hésite pas à m'écrire. Chaque histoire que je reçois me fait mieux comprendre à quel point cet espace que nous partageons est intéressant. Maintenant, ce que Sébastien a trouvé à l'intérieur de cet objet est quelque chose que tu dois entendre. Ce soir, laisse-moi te raconter une histoire sur ce qui se passe quand un mort laisse quelque chose derrière avec intention. Mon grand-père était un homme de peu de mots. De ces hommes qui ne disaient pas grand-chose mais qui, quand ils parlent, font que tout le monde écoute. Il a vécu 82 ans dans le même village de l'intérieur de l'Uruguay où il est né. Il n'a jamais voyagé loin. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent. Mais il avait une chose qui m'a toujours impressionné depuis l'enfance. Il avait une boîte. C'était une boîte en bois sombre, petite, de la taille d'un grand livre. Il l'avait sur son bureau, dans la pièce qu'il utilisait comme bureau à l'arrière de sa maison. Je me souviens que depuis les premières années de mon enfance, je la voyais là, toujours au même endroit, toujours fermée. Quand je la regardais avec curiosité, mon grand-père la couvrait de la main sans rien dire. Un geste subtil, presque automatique. Comme si protéger cette boîte était quelque chose qu'il faisait sans y penser. Un réflexe développé au fil des décennies. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il contenait. Non pas parce que je n'étais pas curieux, mais parce que quelque chose dans la façon dont mon grand-père le traitait me faisait comprendre que ce n'était pas un sujet de discussion. Il y avait une gravité en lui quand quelqu'un s'approchait trop de cette boîte. Une tension dans ses épaules, une fermeté dans son regard que j'ai appris à reconnaître comme un avertissement. Mon grand-père est mort il y a 2 ans, en avril. Ce fut un décès paisible dans son lit, entouré de sa famille. Il avait 82 ans et avait vécu une vie longue et pleine. Le deuil a été difficile mais naturel, comme c'est le cas lorsque quelqu'un de vieux meurt après une vie bien remplie. Après les funérailles, la famille s'est chargée de ranger les affaires de la maison. Ce fut un processus long, non pas parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais parce que chaque objet avait une place importante dans la mémoire de quelqu'un. Je me suis porté volontaire pour ranger le bureau. Cela m'a semblé le plus naturel, étant donné que j'étais l'un des rares de la famille à avoir passé du temps à parler avec mon grand-père dans cet espace. La boîte était là, sur le bureau, exactement là où je l'avais vue toute ma vie. Quand je l'ai prise dans mes mains, la première sensation que j'ai eue a été son poids. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Le bois avait une texture particulière, polie par des années d'utilisation, avec une brillance chaude que seuls les objets ayant été beaucoup touchés au fil du temps peuvent avoir. Le couvercle n'avait pas de serrure visible. Il était posé sur le corps de la boîte et s'ajustait parfaitement, sans espace superflu. Quand je l'ai légèrement pressé, le couvercle s'est soulevé sans résistance. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première était un feuillet de papier, plié plusieurs fois, écrit de la main de mon grand-père. Je la connaissais parfaitement. C'était une écriture claire, espacée, méticuleuse. Je l'ai dépliée et j'ai commencé à lire. La lettre n'était pas longue, juste une demi-page. Elle disait ceci: « Sébastien, si tu lis ceci, je ne suis plus là. Cette boîte est pour toi, rien que pour toi. Personne d'autre ne devrait lire ce qui va suivre dans cette lettre, donc si quelqu'un d'autre l'a trouvé, je suis vraiment désolé. Mais il ne pourra pas comprendre ce que cela signifie. J'ai besoin que tu saches que ce qui est dans cette boîte n'est pas un objet normal. Il est dans notre famille depuis longtemps, plus longtemps que je ne peux le confirmer. Mon père me l'a laissée quand il est mort, et avant cela, elle appartenait à son père. Je ne sais pas depuis quand, je sais juste qu'elle est passée de main en main, toujours au fils aîné, toujours avec cet avertissement. Ne l'ouvre pas dans l'obscurité, jamais dans l'obscurité. Si tu le fais, ce qui est à l'intérieur se réveille, et quand il se réveille, il ne se rendort pas facilement. Attends d'être dans un endroit bien éclairé, dans un endroit où tu te sens en sécurité. Et quand tu l'ouvriras, ne touche pas le miroir que tu vas voir, regarde-le juste, ne le touche pas. Pardonne-moi de ne pas avoir pu t'expliquer cela en personne. Ce n'était pas un sujet dont je pouvais parler à voix haute. Prends soin de toi. J'ai lu la lettre 2 fois. La 3e fois, je ne l'ai pas lue. Je l'ai tenue dans mes mains et je suis resté pensif. Mon grand-père n'a jamais mentionné quoi que ce soit à ce sujet de toute sa vie. Pas un mot sur un objet de la famille, ni sur un miroir, ni sur des avertissements. Mais c'était sa façon d'être. Silencieux,
réservées. Des choses qu'il gardait en lui sans les partager. La deuxième chose dans la boîte était un tissu sombre, plié avec soin. Je l'ai déplié. C'était un tissu en velours noir, petit, juste de la taille pour envelopper quelque chose de la taille d'un petit livre. À l'intérieur du tissu, il y avait quelque chose de rigide. La troisième chose était cet objet. Un miroir. Petit, ovale, avec un cadre en métal sombre. Le genre de miroir qu'on aurait appelé miroir de toilette à une autre époque. Simple en apparence. Le cadre avait un travail fin, avec des lignes fines gravées dans le métal formant un motif répétitif. De longues lignes qui s'entrelaçaient en cercle. Je tenais le miroir dans mes mains et je le regardais. Il était midi, il y avait beaucoup de lumière entrant par la fenêtre du studio. Mon visage se reflétait sur la surface. Normal. Rien de particulier. La première chose que j'ai remarquée était la température. Le miroir était froid. Pas froid comme le métal parce qu'il se trouvait dans un endroit froid. Froid comme si la température venait de l'intérieur, de derrière la surface réfléchissante. J'ai pensé à la lettre, à ce que mon grand-père avait dit. Ne le touche pas si tu l'ouvres dans l'obscurité. J'étais en pleine lumière. Ça devrait aller. J'ai observé le miroir pendant plusieurs minutes. C'était un miroir normal. Il me reflétait. La pièce derrière moi, la lumière de la fenêtre. Tout était normal. J'ai de nouveau enveloppé le miroir dans le tissu et je l'ai remis dans la boîte avec la lettre. Je l'ai emportée dans mon appartement cet après-midi-là. Pendant les premiers jours, je n'ai rien fait avec elle. La boîte est restée sur ma table basse, fermée, et je l'ai laissée là. Je pensais à la lettre de mon grand-père, à ce qu'il avait dit. Ne l'ouvre pas dans l'obscurité. Cet avertissement me semblait la partie la plus importante. Mon grand-père n'était pas un homme qui laissait des instructions par caprice. S'il avait tenu à écrire cet avertissement spécifique, il devait y avoir une raison. Un vendredi soir, j'étais seul dans mon appartement. J'avais pris quelque chose à boire et j'étais dans un état de légère relaxation. Pas ivre, mais plus calme que d'habitude. Je me suis souvenu de la boîte, et d'une manière ou d'une autre, l'idée de l'ouvrir s'est ravivée dans ma tête. J'ai ouvert la boîte, le tissu, le miroir. Je l'ai déplié et je l'ai tenu. L'appartement était éclairé. J'avais une lampe allumée dans le salon, la lumière de la cuisine était allumée. Je n'étais pas dans l'obscurité. Du moins, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais quand j'ai tenu le miroir et que je me suis regardé, j'ai remarqué quelque chose. Ce n'était pas mon reflet. Non, pas de manière évidente. À première vue, il semblait me regarder moi-même. Mais quelque chose n'allait pas. Un petit détail que mon cerveau a mis plusieurs secondes à identifier. Dans le miroir, je regardais vers la droite. Mais je me regardais droit, directement dans le miroir. Je suis resté figé. J'ai observé avec plus d'attention. Le reflet était clair, c'était moi, même vêtements, même posture générale. Mais la direction du regard était différente. Dans le miroir, je regardais vers ma droite. Comme si j'observais quelque chose sur le côté, quelque chose que je ne pouvais pas voir depuis ma position réelle. J'ai retourné le miroir, je le regardais sous un autre angle. Le reflet ne change pas. Je continuais à regarder vers la droite. Regarde, à ce moment-là, j'aurais dû arrêter de le regarder. J'aurais dû envelopper le miroir et le ranger. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne bougeais pas. Je restais à le tenir, observant ce reflet qui ne correspondait pas à ce que je faisais. Et alors le reflet a bougé. Pas moi, le reflet. Il a bougé indépendamment de moi. L'image de moi dans le miroir a lentement tourné la tête, de la droite vers l'avant, jusqu'à ce que les yeux du reflet rencontrent les miens. Et quand les yeux du reflet se sont posés sur moi, j'ai reconnu l'expression. Ce n'était pas l'expression d'un miroir. C'était l'expression de quelqu'un qui m'observait de l'autre côté. Quelqu'un qui me connaissait. Quelqu'un qui me reconnaissait. Le reflet a souri, juste un peu. Un petit sourire, à peine perceptible. Mais je l'ai vu. J'ai laissé tomber le miroir. Je ne l'ai pas lâché de manière contrôlée. Je l'ai laissé tomber parce que mes mains tremblaient tellement que je n'ai pas pu le tenir. Il est tombé sur le tapis, sans se briser. Je me suis éloigné du miroir en reculant jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Je suis resté là, contre le mur, respirant fort, regardant le miroir sur le sol. Il était là, inerte, avec la face réfléchissante vers le haut. D'où je me tenais, je pouvais voir la surface, et dessus je voyais mon propre visage, d'en bas, le regardant de loin. Normal.
Juste un miroir sur le sol. Je ne l'ai pas touché le reste de la nuit. Je suis allé me coucher sans l'éteindre, avec toutes les lumières allumées dans l'appartement. Le matin suivant, je me suis levé tôt. Café, douche, le rituel habituel. Je suis arrivé dans la salle et le miroir était là où je l'avais laissé, par terre. Je l'ai ramassé avec précaution, sans le regarder directement. Je l'ai enveloppé dans le tissu et je l'ai remis dans la boîte. Ferme le couvercle. J'ai dû décider quoi faire. Je pouvais le donner, le jeter, le ranger quelque part loin. Mais je n'ai fait aucune de ces choses. En partie par respect pour mon grand-père, qu'il avait conservé toute sa vie. En partie parce que quelque chose en moi avait besoin de comprendre ce que j'avais vu. Les jours qui ont suivi étaient normaux. Je suis allé au travail. J'ai marché dans la ville. J'ai fait les choses que je fais normalement. La boîte est restée sur la table, fermée, et je ne l'ai pas touchée. Mais les rêves ont commencé. Pas immédiatement. Les premiers rêves étaient vagues. Des images sans connexion claire. Une pièce sombre. Un objet brillant dans la pénombre. Une sensation d'être observé. Rien de concret. Après une semaine, les rêves sont devenus plus clairs. Toujours le même scénario. J'étais dans un espace sombre, vide, comme une chambre sans meubles, sans murs visibles. Et devant moi, flottant dans l'obscurité, se trouvait le miroir. Seulement le miroir, brillant d'une lumière qui ne venait d'aucune source visible. Et chaque nuit, dans ce rêve, je m'approchais du miroir. Pas parce que je le voulais, c'était comme si quelque chose m'attirait vers lui. Chaque nuit, je m'approchais d'un pas de plus. Et chaque nuit, quand j'arrivais assez près pour voir mon reflet, l'image du miroir n'était pas la mienne. C'était celle de mon grand-père, ni jeune, ni vieux. Mon grand-père tel que je l'ai connu durant les dernières années de sa vie. Avec ses cheveux gris, ses yeux sombres, et cette expression sérieuse qu'il avait quand il ne voulait pas que quelqu'un s'approche de la boîte. Dans les rêves, il me regardait depuis le miroir. Il ne souriait pas, il ne parlait pas, il se contentait de m'observer. Et la sensation d'être observé par lui était si réelle, si puissante, que je me réveillais en sueur à chaque fois. Après 2 semaines de ces rêves, j'ai décidé de rouvrir la boîte. C'était un dimanche, midi, avec la lumière du soleil entrant par toutes les fenêtres. Je me suis assis sur le canapé et j'ai déplié le tissu. Le miroir était là, froid au toucher comme toujours. Je tenais et je me regardais. Cette fois, le reflet correspondait à ce que je faisais. Il me regardait directement, sans mouvement indépendant, normal. Mais en le tenant pendant plusieurs minutes, en l'observant attentivement, j'ai remarqué que la température de la surface baissait. Pas le cadre, la surface du miroir. Elle se refroidissait progressivement, comme si quelque chose de froid s'approchait derrière le verre. Et alors, très subtilement, le reflet a changé. Pas brusquement. Graduellement. Comme si quelqu'un ajustait un filtre devant l'image. Mon visage ne disparaissait pas, mais il changeait. Les traits se modifiaient légèrement. La forme du visage, la ligne de la mâchoire, la position des yeux. Il se transformait, lentement, en un autre visage. Ce n'était pas le visage de mon grand-père cette fois. C'était le visage d'une personne que je ne reconnaissais pas. Un homme âgé, d'apparence sérieuse, avec des yeux sombres et une expression qui n'avait pas d'émotion claire. Juste de l'observation, juste une attention fixe. J'ai tenu le miroir en regardant ce visage pendant plusieurs secondes. Et puis ce visage a parlé. Les lèvres du reflet se sont mouvées. Je n'ai pas entendu les mots avec mes oreilles. Je les ai ressentis d'une autre manière. Comme s'ils apparaissaient directement dans ma tête, sans son, sans moyen de transmission. Merci de l'avoir ouvert. J'ai immédiatement couvert le miroir avec le tissu. Je me suis levé du canapé et je suis allé à la salle de bain. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Mon propre visage. Normal. Juste moi. Je suis retourné dans le salon. La boîte était sur la table, fermée. Le tissu avec le miroir à l'intérieur. Je suis resté à la regarder pendant plusieurs minutes. Cette nuit-là, je n'ai pas fait de rêve. Pour la première fois en semaine, j'ai dormi sans interruption. Sans images étranges. Sans la sensation d'être observé. Le lendemain matin, lorsque je suis arrivé dans la salle, la boîte était ouverte. Le tissu était plié sur le côté. Le miroir était hors du tissu, posé sur la table, avec la face réfléchissante vers le haut. Je ne l'avais pas sorti. La nuit précédente, avant de dormir, je l'avais enveloppé et fermé la boîte moi-même.
Je m'en souvenais parfaitement. Je me suis approché, sans le toucher, juste en regardant d'en haut. Il n'y avait aucun reflet dans le miroir. La surface était sombre, complètement sombre, comme un verre noir, ne reflétant rien. Pas la lumière de la pièce, pas mon visage, rien. Et en l'observant dans cette obscurité totale, j'ai eu la sensation la plus claire et la plus troublante que j'ai jamais eue dans ma vie. La sensation que quelque chose me regardait de l'intérieur. Pas le miroir, pas un reflet. Quelque chose, une présence, une intelligence. Et elle m'observait avec le même calme avec lequel je l'observais. J'ai enveloppé le miroir dans le tissu, je l'ai mis dans la boîte, et j'ai mis la boîte dans une autre boîte en carton que j'avais, et celle-ci, je l'ai rangée dans le placard le plus haut de mon appartement. C'était il y a 3 mois. Depuis, je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai pas fait de rêve. Je n'ai rien ressenti d'étrange. Mais il y a 2 semaines, quand je suis rentré chez moi après le travail, j'ai trouvé le placard ouvert. La boîte en carton était par terre, fermée. Je l'ai ouverte. La boîte en bois était à l'intérieur, fermée. Je l'ai laissée tranquille. Le problème est le suivant. Chaque matin, quand je me lève, la première chose que je fais est d'aller dans le placard pour vérifier que la boîte est toujours là. Et chaque matin, elle est là, fermée, à sa place. Mais hier, pour la première fois depuis que je l'ai rangée, j'ai remarqué quelque chose. Le couvercle de la boîte en bois n'était pas du même côté que je l'avais laissé. Je le ferme toujours d'une manière particulière, avec un coin légèrement plus haut que l'autre. Un petit détail, presque imperceptible. Hier, il était de l'autre côté. Comme si quelqu'un l'avait ouvert, regardé à l'intérieur et refermé. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du miroir, ou ce qui s'est réveillé quand je le regardais. Je sais juste que mon grand-père l'a conservé pendant des décennies, qu'il l'a soigné, qu'il l'a protégé, et que l'avertissement qu'il m'a laissé dans la lettre, de ne pas l'ouvrir dans l'obscurité, je l'ai respecté. Mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Peut-être que peu importe comment je l'ai ouvert, peut-être qu'avec juste un regard, c'était suffisant pour que ce qui était à l'intérieur sache que j'existais, et maintenant il sait où je vis. C'est tout ce que Sébastien m'a partagé. Il m'a dit qu'il ne sait toujours pas quoi faire de la boîte, qu'il n'ose pas la jeter par respect pour son grand-père, mais qu'il la ressent de plus en plus présente dans l'appartement, comme si elle prenait de l'espace qu'elle n'occupait pas auparavant. Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est l'idée que certains objets ne sont pas simplement hérités. Certains sont des legs avec une responsabilité que celui qui les reçoit ne comprend pas toujours à temps. Si jamais vous avez hérité de quelque chose d'un membre de votre famille qui vous a laissé une sensation étrange, racontez-le moi dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences. Passez une bonne nuit, on se reparle bientôt. Un suiveur qui travaille comme gardien de nuit dans un cimetière municipal m'a envoyé cette expérience il y a quelques jours. Son nom est Roberto, et ce qu'il a vécu pendant ces rondes l'a amené à remettre en question tout ce qu'il croyait sur la mort. Si vous travaillez la nuit dans des endroits solitaires et avez vu des choses que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais que vous les partagiez ci-dessous. Maintenant, permettez-moi de vous raconter ce que Roberto a découvert dans les nuits les plus sombres entre les tombes. Je m'appelle Roberto et je travaille comme gardien de nuit au cimetière municipal San Miguel, en périphérie de Montevideo, Uruguay. Je fais ce travail depuis 12 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout vu. Des ivrognes qui s'introduisaient pour dormir entre les tombes, des adolescents faisant des bêtises, des actes de vandalisme occasionnels. Rien que je ne pouvais gérer avec un appel à la police. Mais ce qui a commencé à se passer en mars dernier a complètement changé ma perspective sur ce que je surveille réellement chaque nuit. Le cimetière San Miguel est l'un des plus anciens de la ville. Il a été fondé en 1835 et certaines de ses tombes sont des monuments historiques. Il s'étend sur environ 10 hectares avec des mausolées en marbre, des cryptes familiales et des sections plus modestes où reposent des personnes ordinaires. Pendant la journée, c'est un endroit tranquille où les familles rendent visite à leurs défunts. Mais la nuit, lorsque les portes se ferment et qu'il ne reste que moi et ma lampe de poche, le cimetière se transforme en quelque chose de complètement différent. Je travaille le shift de 10 heures du soir à 6 heures du matin, 6 jours par semaine.
Ma routine est simple, je fais des rondes chaque heure, je vérifie que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas d'intrus, qu'aucune branche n'est tombée sur les tombes. Entre les rondes, je m'assois dans la cabane de surveillance à l'entrée principale, où j'ai une petite télévision, une cafetière et un radiateur pour les hivers froids. J'ai vu des choses étranges au fil des ans. Des lumières qui semblent se déplacer entre les tombes, mais qui disparaissent quand je m'approche. Des sons que je ne peux pas expliquer complètement. Des chuchotements quand il n'y a pas de vent. Des pas sur le gravier quand je suis seul. Mais j'ai toujours trouvé des moyens de rationaliser cela. Les lumières étaient des reflets de voitures dans la rue voisine. Les sons étaient des animaux nocturnes ou le craquement de vieilles structures. Jusqu'à la nuit du 15 mars. C'était un vendredi et il avait plu toute l'après-midi. L'air était frais et humide avec cette brume basse qui rend tout flou et lointain. J'ai commencé mon service comme d'habitude, en vérifiant le périmètre, en m'assurant que toutes les portes latérales étaient verrouillées. Vers minuit, lors de ma 3e ronde, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Dans la section la plus ancienne du cimetière, où se trouvent les tombes du 19e siècle, il y avait une lumière. Ce n'était pas le genre de lumière que j'avais vu auparavant. Un reflet fugace que je pouvais attribuer au phare des voitures. Celle-ci était constante, douce, comme la lumière d'une bougie, émanant de l'un des plus grands mausolées. Je m'approchais avec ma lampe de poche levée. Le mausolée appartenait à la famille Ortega, l'une des familles fondatrices de Montevideo. C'était une structure imposante en marbre blanc, avec des colonnes et une porte en fer forgé. Et cette porte, qui avait toujours été fermée par un cadenas rouillé, était entrebâillée. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » criai-je, espérant trouver des vandales ou des vagabonds. Il n'y eut pas de réponse. La lumière continuait de clignoter doucement de l'intérieur. J'ai poussé la porte, qui s'est ouverte avec un grincement prolongé. À l'intérieur, le mausolée était plus grand que je ne l'avais prévu. Il pouvait contenir peut-être 20 cercueils, disposés dans des niches sur les murs. Et au centre de l'espace, sur le sol en marbre, il y avait 3 bougies noires allumées, formant un triangle parfait. Au centre du triangle, il y avait des symboles dessinés avec quelque chose qui ressemblait à de la cendre ou du charbon. Ce n'étaient pas des gribouillis au hasard. Ils étaient délibérés, précis, et bien que je n'ai aucune idée de ce qu'ils signifiaient, ils m'ont profondément mis mal à l'aise. Quelqu'un avait été ici. Quelqu'un avait réalisé une sorte de rituel. J'ai éteint les bougies avec soin. J'ai balayé les symboles avec ma botte et j'ai fermé le mausolée en m'assurant que le cadenas était bien en place cette fois. J'ai signalé l'incident dans mon registre de nuit, activité possible de vandales dans le mausolée Ortega, symbole étrange trouvé, zone sécurisée. Je pensais que ce serait la fin de l'affaire, mais je me trompais. 2 nuits plus tard, un dimanche, j'ai trouvé le même mausolée à nouveau ouvert. Et encore une fois, les 3 bougies noires, le triangle, les symboles au sol. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une petite poupée faite de branches sèches, liée avec de la ficelle rouge, placée exactement au centre du triangle. Un frisson m'a parcouru le dos. Ce n'était pas l'œuvre d'adolescents ennuyés. C'était quelque chose de plus délibéré, de plus sérieux. Quelqu'un utilisait le cimetière pour pratiquer une sorte de sorcellerie ou de rituel sombre. J'ai appelé la police. 2 officiers sont arrivés 1 heure plus tard, ont inspecté le mausolée, ont pris des photos, ont confisqué la poupée comme preuve. Ils ont promis d'augmenter les patrouilles dans la zone, mais nous savions tous les deux qu'avec les ressources limitées du département, cela signifiait peut-être une visite supplémentaire par semaine. « Avez-vous une idée de qui pourrait faire cela » m'a demandé l'un des officiers. Je n'ai vu personne. Je fais des rondes chaque heure. Je ne sais pas comment ils entrent sans que je les voie. Les officiers sont partis et j'ai continué mon service, mais je ne pouvais plus me détendre. Chaque ombre semblait suspecte. Chaque bruit me mettait en alerte. Au cours des 2 semaines suivantes, le mausolée a été violé 4 fois de plus. Et à chaque fois, le rituel semblait devenir plus élaboré. Plus de bougies, des symboles plus complexes, des objets étranges laissés derrière, des os d'animaux petits, des flacons avec des liquides sombres, des photographies brûlées de personnes que je ne reconnaissais pas. J'ai installé une caméra de sécurité pointant directement vers le mausolée Ortega. Si quelqu'un s'approchait, nous le capturerions en vidéo. La première nuit avec la caméra, j'ai vérifié l'enregistrement le lendemain matin, et ce que j'ai vu m'a glacé. À 3h17 du matin, la porte du mausolée s'est ouverte. Mais personne ne l'a ouverte.
Elle s'est simplement ouverte toute seule, se déplaçant lentement vers l'extérieur. Ensuite, pendant environ 15 minutes, la caméra n'a montré que l'entrée sombre du mausolée. Personne de visible n'est entré ni sorti. Mais quand je suis allé vérifier physiquement le mausolée ce matin-là, ils étaient là. Les bougies, les symboles, tout montait parfaitement comme les fois précédentes. Comment était-ce possible? La caméra avait enregistré en continu. Personne n'était entré. Et pourtant, quelqu'un ou quelque chose avait réalisé le rituel. J'ai montré l'enregistrement à mon superviseur, espérant qu'il aurait peut-être une explication. Il l'a regardé en silence, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Roberto, je dois te parler de ce mausolée », a-t-il finalement dit, quelque chose que peu de gens savent. Il m'a emmené dans son bureau et a sorti un vieux dossier d'un classeur. Il contenait des documents du cimetière datant de plusieurs décennies. En 1952, il y a eu un incident au mausolée Ortega. Une femme nommée Iris Vidal a été retrouvée morte à l'intérieur. Elle avait réalisé une sorte de rituel suicidaire. Elle s'est empoisonnée tout en étant entourée de bougies et de symboles. Elle a laissé une note disant qu'elle avait fait un pacte avec quelque chose qu'elle appelait le gardien des seuils, et que sa mort n'était que le début de ce pacte. Quel type de pacte? La note était délirante, pleine de mots sans sens. Mais la partie cohérente disait qu'elle ouvrirait un chemin entre le monde des vivants et des morts. Que chaque nouvelle lune, elle reviendrait pour compléter son travail. Évidemment, les autorités l'ont écartée comme les divagations d'une femme mentalement malade. Mais quoi? À intervalles réguliers, au fil des ans, des veilleurs de nuit ont signalé une activité étrange dans ce mausolée, toujours autour de la nouvelle lune, et toujours le même schéma, des bougies, des symboles, des objets rituels. Certains veilleurs ont démissionné à cause de cela, d'autres ont simplement cessé de le signaler. Pourquoi personne n'a-t-il rien fait? Mon superviseur haussa les épaules. Que pouvait-il faire? Il n'y a aucune preuve que quelqu'un entre, il n'y a pas de dommages réels. Il est plus facile de l'ignorer que d'essayer de l'expliquer. Mais je ne pouvais pas l'ignorer. Pas maintenant que je connaissais l'histoire. Et définitivement pas après ce qui s'était passé cette même nuit. C'était la nouvelle lune. Je savais que quelque chose allait se passer. Alors j'ai décidé de rester éveillé toute la nuit, surveillant le mausolée depuis une distance sûre, caché derrière un grand arbre avec une vue dégagée sur l'entrée. Les heures passaient lentement. Minuit, 1h du matin, 2. À 3 heures du matin, juste comme l'avait montré l'enregistrement, la porte du mausolée a commencé à s'ouvrir. Lentement, sans que personne ne la touche, comme si une main invisible la poussait. Je me suis forcé à rester caché, observant. La brume était devenue plus épaisse, tourbillonnant autour du mausolée d'une manière qui semblait presque vivante. Et puis je l'ai vue. Une silhouette est sortie du mausolée. C'était une femme, vêtue de vêtements anciens des années 50, une robe sombre, des chaussures à petits talons, les cheveux relevés en un chignon. Elle marchait d'un pas délibéré, comme si elle était en transe. Elle portait un sac, duquel elle sortit les bougies noires, les flacons, tous les accessoires du rituel. Elle les disposa méticuleusement sur le sol du mausolée, travaillant avec l'habileté de quelqu'un qui a fait cela des milliers de fois. Mon esprit luttait pour traiter ce que je voyais. Cette femme semblait solide, réelle, mais elle était sortie d'un mausolée scellé, rempli de cercueils de personnes mortes depuis des décennies. Comment était-ce possible? J'ai sorti mon téléphone portable, essayant d'enregistrer. Mais dès que j'ai pointé la caméra vers elle, l'écran s'est rempli de statique. Le téléphone s'est éteint complètement, comme si la batterie s'était épuisée instantanément. La femme a terminé de préparer son rituel. Elle s'est agenouillée au centre du triangle de bougies et a commencé à chanter. Je n'ai pas pu entendre les mots clairement depuis ma cachette, mais le son était troublant, une mélodie monotone dans une langue que je ne reconnaissais pas. Alors que je chantais, quelque chose a commencé à changer dans l'air. La température a chuté brusquement. Mon souffle est devenu visible. Et la brume a commencé à se mouvoir de manière que la brume normale ne devrait pas. Elle tourbillonnait, se condensait, prenait des formes presque humanoïdes. Il y avait des silhouettes dans le brouillard. Des dizaines d'entre elles. Des formes spectrales qui se matérialisaient au bord du cimetière, se déplaçant lentement vers le mausolée, attirées par le chant de la femme. C'étaient les morts. Les esprits de ceux enterrés ici. Et elle les convoquait. La terreur m'a paralysé. Chaque instinct me criait de fuir,
de sortir du cimetière et de ne jamais revenir. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé, observant cette impossibilité se dérouler devant moi. Les figures spectrales entourèrent le mausolée, formant un cercle. La femme leva les bras, son chant atteignant un crescendo. Et alors, au centre exact de son triangle de bougies, quelque chose commença à se matérialiser. C'était une fissure dans l'air. Il n'y a pas de meilleure façon de le décrire. Comme si l'espace lui-même se déchirait, révélant quelque chose derrière. Une obscurité plus profonde que n'importe quelle noirceur normale. Une obscurité qui semblait pulser et respirer. De cette fissure émergèrent des choses. Elles n'étaient ni humaines, ni animales. C'étaient des formes tordues, impossibles, qui faisaient mal à regarder directement. Des tentacules d'ombre, des yeux brillants d'une lumière malsaine, des bouches pleines de dents qui ne devraient pas exister. La femme parlait avec ces choses dans cette langue étrange. Elle semblait négocier, offrant quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Les esprits des morts observaient silencieusement, témoins de cet échange profane. Alors, sans avertissement préalable, la femme tourna sa tête directement vers ma cachette. Nos yeux se rencontrèrent à travers la brume et l'obscurité. Elle ne devait pas pouvoir me voir. J'étais parfaitement caché, dans l'ombre, immobile. Mais elle me vit, elle sourit. Et ce sourire était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. Ce n'était ni malveillant, ni cruel. C'était vide, sans émotion, comme le sourire d'une poupée ou d'un masque. Il leva une main, me désignant. Les choses qui avaient émergé de la fissure se tournèrent vers moi. Les esprits des morts se tournèrent vers moi. Tous, à l'unisson, commencèrent à se diriger dans ma direction. C'est à ce moment-là que ma paralysie se brisa. Je courus plus vite que je ne l'avais fait depuis des années, trébuchant sur des racines et des pierres tombales, sans me soucier de la direction tant que c'était loin de ce mausolée et des choses qui venaient vers moi. Je pouvais les sentir derrière moi. Je n'entendais pas de pas mais un murmure collectif, comme 1000 voix parlant en même temps. L'air autour de moi est devenu glacial. Mes poumons brûlaient à chaque respiration. J'arrivais à la guérite, je me précipitais à l'intérieur et fermais la porte à clé. Les fenêtres de la guérite avaient des barres en métal, installées des années auparavant pour se protéger des vandales. Je n'avais jamais été aussi reconnaissant pour ces barres. Les choses arrivèrent quelques instants plus tard. Je les vis se presser contre les fenêtres, des formes sombres et tordues bloquant la lumière de la rue. Les esprits des morts flottaient autour de la guérite, leur visage spectral regardant à l'intérieur avec des expressions de supplication ou d'avertissement. Il était difficile de le déterminer, et parmi toutes elles, marchant calmement vers la porte de la guérite, se trouvait la femme, Iris Vidal, celle qui était morte en 1952, celle qui avait fait un pacte avec quelque chose d'obscur et avait promis de revenir à chaque nouvelle lune. Elle s'est arrêtée devant la porte. À travers le verre renforcé, je pouvais la voir clairement. Sa peau était pâle, presque transparente. Ses yeux étaient noirs, complètement noirs, semblant visibles. Et quand elle a parlé, sa voix a pénétré à travers la porte comme s'il n'y avait pas de barrière. « Veilleur », a-t-elle dit. Sa voix était multiple, comme si de nombreuses personnes parlaient simultanément. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Tu as interrompu le travail sacré. »« Je ne voulais pas. Je fais juste mon travail, » ai-je réussi à dire, ma voix tremblante. « Ton travail est de veiller sur les morts. Mais tu ne comprends pas ce que cela signifie vraiment. Les morts ne reposent pas paisiblement dans leur tombe. Ils sont piégés, prisonniers entre les mondes, souffrant en silence. Je leur offre la libération. J'ouvre la porte pour qu'ils puissent enfin traverser. Où traversent-ils ? » Son sourire s'est élargi. Là où nous devons tous aller un jour, de l'autre côté du voile, au royaume du gardien des seuils. Et ces choses, les monstres qui sont venus avec toi, ce ne sont pas des monstres. Ce sont les gardiens du chemin. Ils s'assurent que seuls les véritables morts peuvent traverser. Les vivants doivent rester ici, à moins qu'ils ne choisissent volontairement de faire le voyage. Me proposes-tu un choix ? Tout le monde a un choix, veilleur. Tu peux oublier ce que tu as vu ce soir. Tu peux continuer ta vie, ignorant les vérités les plus profondes. Ou tu peux te joindre à moi dans mon travail. Tu peux aider à libérer les morts piégés. Tu peux servir le gardien. Et si je refuse les deux options ? Le sourire avait disparu de son visage. Alors tu deviendras un problème qui doit être résolu.
Les choses aux fenêtres commencèrent à presser plus fort. Le verre craquait sous la pression. Je savais qu'il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. J'ai jusqu'à l'aube pour décider, dis-je, essayant de gagner du temps. Iris Vidal inclina la tête, réfléchissant. Jusqu'à l'aube alors, mais choisis sagement, veilleur, ton âme est en jeu. Elle et les choses se retirèrent, se dissipant dans la brume. Les esprits des morts restèrent un moment de plus, me regardant avec ce qui semblait être de la pitié, avant de disparaître aussi. Je suis resté dans la guérite, tremblant, attendant l'aube. C'était l'attente la plus longue de ma vie. Chaque ombre semblait bouger, chaque bruit semblait être eux revenant. Quand le soleil s'est finalement levé, les premières lumières du jour ont balayé le cimetière. Tout semblait à nouveau normal, calme, paisible, comme si le cauchemar de la nuit précédente ne s'était jamais produit. Mais quand je suis allé au mausolée Ortega, j'ai trouvé des preuves que cela s'était bien produit. Les bougies étaient là, brûlées jusqu'au moignon. Les symboles étaient dessinés. Et au centre du triangle, il y avait un message écrit en cendres. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, choisie. J'ai démissionné ce matin-là. J'ai dit à mon superviseur que j'avais des problèmes de santé, que j'avais besoin d'un travail moins stressant. Il n'a pas posé de questions. Je pense qu'il le savait. Mais renoncer n'a pas mis problème à terme. Parce qu'à chaque nouvelle lune depuis lors, peu importe où je suis, je sens sa présence. Parfois, je la vois dans les coins de ma vision, m'observant depuis l'ombre, me rappelant que je n'ai toujours pas fait mon choix. J'ai enquêté sur tout ce que je pouvais concernant Iris Vidal. C'était une femme ordinaire avant sa mort. Elle travaillait comme secrétaire, vivait seule, n'avait pas de famille. Les dossiers policiers de sa mort mentionnent qu'elle avait étudié des textes occultes dans les mois précédant son suicide, en particulier sur quelque chose appelé les gardiens des seuils, des entités supposément responsables de guider les âmes entre la vie et la mort. J'ai trouvé sa tombe au cimetière. Elle se trouve dans la section la plus ancienne, une pierre tombale simple avec seulement son nom et ses dates. J'y ai laissé des fleurs, je ne suis pas sûr pourquoi. Peut-être pensais-je que si je montrais du respect, elle me laisserait en paix. Ça n'a pas marché. Lors de la dernière nouvelle lune, il y a 3 jours, elle est apparue dans mon appartement. Elle n'a pas brisé la porte ni la fenêtre. Elle était simplement là quand je me suis réveillé à 3 heures du matin, assise sur la chaise à côté de mon lit. « Le temps est écoulé, Roberto, dit-elle, utilisant mon nom pour la première fois. Tu as évité la décision pendant 6 mois, mais tu ne peux pas l'éviter pour toujours. À la prochaine nouvelle lune, soit tu te joins à moi, soit je prends ton âme de toute façon. Ce sont tes seules options maintenant. Pourquoi moi? Pourquoi ne continues-tu pas simplement ton rituel et me laisses-tu en paix? Parce que tu as vu, parce que tu sais. Je ne peux pas permettre que cette connaissance existe sans conséquence. Soit tu deviens partie du travail, soit tu deviens partie du paiement. Elle a disparu après cela, me laissant seul dans l'obscurité, mon cœur battant à tout rompre. J'ai envisagé d'aller à la police, à l'église, à quiconque pourrait aider. Mais que leur dirais-je? Que je suis harcelé par le fantôme d'une femme morte en 1952, que chaque nouvelle lune ouvre une porte entre les mondes dans un cimetière de Montevideo. Il m'enfermerait dans un hôpital psychiatrique. J'ai envisagé de fuir, de déménager dans une autre ville, un autre pays, mais je sais que cela ne servirait à rien. Iris Vidal a attendu plus de 70 ans pour compléter son pacte. Elle ne va pas laisser quelque chose d'aussi simple que la distance l'arrêter. Alors me voici, partageant cette histoire, attendant la prochaine nouvelle lune qui arrive dans 5 jours. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas s'il y a vraiment un choix, ou si mon destin a été scellé la nuit où j'ai décidé de me cacher et d'observer au lieu de fuir. Une partie de moi, une petite et sombre partie, est curieuse. Que se trouve-t-il vraiment de l'autre côté du voile? Est-ce pire que cette vie de peur constante? Les morts souffrent-ils vraiment dans leur tombe, comme le prétend Iris, ou n'est-ce qu'une justification pour son pacte sombre? Mais la plus grande partie de moi est terrifiée. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas servir des entités incompréhensibles. Je veux juste que tout cela se termine, que je puisse revenir à une vie normale où la seule chose dont je devais m'inquiéter était d'attraper des vandales et de sécuriser des portes. J'ai commencé à porter des symboles de protection avec moi. Un crucifix qui appartenait à ma grand-mère, du sel dans mes poches, un amulette que j'ai acheté à un vendeur d'articles ésotériques qui pense probablement que je suis un fou.
Je ne sais pas si cela sert à quelque chose, mais cela me fait me sentir légèrement moins vulnérable. J'ai aussi documenté tout. J'ai écrit chaque détail de mes rencontres avec Iris Vidal. J'ai dessiné les symboles qu'elle utilise dans ses rituels. J'ai enregistré les dates exactes de chaque nouvelle lune. Si quelque chose m'arrive, au moins il y aura un enregistrement. Et maintenant, en partageant cela ici, il y a un témoignage public. Peut-être que cela offrira une certaine protection. Ou peut-être que cela ne sert que de ma confession finale avant que la prochaine nouvelle lune n'arrive et que je doive faire face à mon choix. Et je ne sais pas ce que je ferai quand ce moment arrivera. Je ne sais pas si j'aurai le courage de refuser et d'affronter les conséquences, ou si mon instinct de survie me poussera à accepter son offre et à devenir partie intégrante de quelque chose d'obscur et d'antinaturel. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que dans 5 jours, quand la lune disparaîtra à nouveau du ciel, je découvrirai ma réponse. Et quelle que soit ma décision, ma vie telle que je la connaissais est déjà terminée. Il n'y a pas de retour en arrière sur ce que j'ai vu, sur ce que je sais. Les morts ne reposent pas en paix. Il y a des portes entre les mondes que certains ouvrent. Et veiller sur un cimetière signifie bien plus que simplement protéger des tombes des vandales. Cela signifie être au bord de réalités que la plupart des gens ne connaîtront jamais. J'aurais aimé rester dans l'ignorance. J'aurais aimé ne jamais avoir enquêté sur ces bougies dans le mausolée Ortega. J'aurais aimé avoir renoncé la première nuit où quelque chose m'a semblé étrange. Mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je vis avec les conséquences de ma curiosité. C'est l'histoire que Roberto m'a envoyée. Il m'a contacté il y a 3 jours, juste avant la nouvelle lune qu'il mentionne. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. J'ai essayé de l'appeler, de lui écrire, mais il ne répond pas. Je ne sais pas s'il a fait son choix ou si le choix a été fait par lui. Si quelqu'un connaît le cimetière municipal San Miguel à Montevideo, ou si vous y avez travaillé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Peut-être que quelqu'un d'autre sait ce qui est arrivé à Roberto. Prends soin de toi et repose-toi bien cette nuit. Cette histoire m'a été envoyée par Roberto, un abonné de la chaîne qui vit dans un petit village de montagne. Il m'a écrit il y a quelques semaines et, honnêtement, son récit m'a laissé sans sommeil cette nuit-là. Si vous avez également vécu quelque chose d'inexplicable et que vous souhaitez que je le partage ici, laissez-le moi dans les commentaires ou envoyez-le moi directement. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Roberto quand il n'avait que 7 ans, dans une maison que sa famille n'aurait jamais dû acheter. Ce que vous allez entendre implique quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne devrait pas exister, mais que sa famille a découvert de la pire des manières. J'ai 32 ans maintenant, mais ce que je vais raconter s'est produit quand j'avais à peine 7 ans. 25 ans se sont écoulés depuis, et il y a encore des nuits où je me réveille en sueur froide, me souvenant de cette maison, me souvenant de ce que nous avons vécu là-bas, me souvenant de ce que ma mère a fait pour nous sauver. Tout a commencé quand mes parents ont acheté une vieille maison à la périphérie du village. C'était en 1999, et mes parents cherchaient quelque chose de spacieux et économique. La maison remplissait ces 2 critères à merveille. Elle se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré d'arbres anciens et de silence. Elle était grande, trop grande pour une famille de 4 personnes. Mes parents, ma sœur aînée Elena qui avait 12 ans, et moi. Je me souviens du jour où nous avons déménagé. C'était un samedi de mars. Et le ciel était gris, menaçant de pluie. La maison avait 2 étages, des murs en pierre épaisse et de petites fenêtres qui laissaient entrer peu de lumière. Elle sentait l'humidité et quelque chose d'autre, quelque chose que je ne savais pas identifier à l'époque, mais que je reconnais maintenant comme l'odeur de la peur ancienne, imprégnée dans les murs. Mon père était excité. Il était menuisier et voyait du potentiel dans chaque recoin. Ma mère, en revanche, à peine souriait. Je me souviens d'elle debout sur le seuil de la porte d'entrée, regardant à l'intérieur, avec une expression que je ne comprenais pas alors. Maintenant, je sais que c'était de l'appréhension. Quelque chose en elle le pressentait déjà. Les premiers jours étaient normaux. Enfin, aussi normaux que peuvent l'être les choses quand on emménage dans une maison qui grince la nuit, et où chaque ombre semble plus sombre qu'elle ne devrait l'être. Elena et moi partagions la plus grande chambre du 2e étage, avec 2 lits séparés par une petite commode. Nos fenêtres donnaient sur la forêt qui entourait la propriété. Le premier signe est arrivé 3 nuits après notre emménagement.
J'étais profondément endormi quand le bruit de pas m'a réveillé. Ce n'étaient pas des pas normaux. Ils étaient lents, traînants, comme si celui qui marchait avait du mal à déplacer ses pieds. Ils venaient du couloir, juste à l'extérieur de notre chambre. Je suis resté immobile sous les draps, le cœur battant dans ma poitrine. Les pas se sont arrêtés devant notre porte. J'ai attendu, retenant ma respiration. Après ce qui a semblé une éternité, les pas ont continué, s'éloignant vers les escaliers. Le matin suivant, je demandai à Elena si elle avait entendu quelque chose. Elle me regarda avec de grands yeux et hocha lentement la tête. « Les pas » murmura-t-elle. « Moi aussi, je les ai entendus. Nous en avons parlé à maman pendant le petit déjeuner. Papa a ri, disant que ce n'étaient que les bruits normaux d'une vieille maison qui se tasse. Mais maman n'a pas ri. Elle a serré sa tasse de café entre ses deux mains et nous a fixés. « Si vous entendez quelque chose la nuit, dit-elle à voix basse, ne sortez pas de votre chambre, vous me comprenez? Ne sortez pour aucune raison. » Son ton nous a fait plus peur que les pas eux-mêmes. Au cours des semaines suivantes, les pas sont devenus une constante. Toujours à la même heure, vers 3 heures du matin. Toujours le même schéma. Il marchait dans le couloir, s'arrêtait devant notre porte, puis descendait les escaliers. Elena et moi nous sommes habitués à les attendre, blottis ensemble dans l'un des lits, en nous bouchant les oreilles. Mais les pas n'étaient que le début. Un après-midi, alors que je jouais seul dans le jardin, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Derrière le cabanon à outils, il y avait une zone où l'herbe ne poussait pas. C'était un cercle parfait de terre sèche, d'environ 2 mètres de diamètre. Au centre, des pierres étaient disposées dans un motif que je ne comprenais pas alors, mais que je sais maintenant être un symbole de protection ou d'invocation. J'ai touché l'une des pierres. Elle était froide, même sous le soleil de l'après-midi. Au moment où mes doigts ont effleuré sa surface, j'ai ressenti quelque chose, une présence, comme si quelqu'un était apparu derrière moi, m'observant. Je me suis retourné rapidement, mais il n'y avait personne. Juste les arbres se balançant avec le vent et le cabanon avec sa porte entrebâillée. J'ai couru de retour à la maison sans regarder en arrière. Cette nuit-là, les pas sonnaient différemment, plus lourds, plus déterminés. Et cette fois, ils ne se sont pas arrêtés devant notre porte. La poignée a commencé à bouger. Elena me prit la main si fort que ça faisait mal. Nous fixions la porte, voyant la poignée tourner lentement, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Nous avions verrouillé, mais le verrou était vieux et fragile. « Maman » murmura Elena, mais sa voix ne sortit pas. Elle était paralysée par la peur. La poignée cessa de bouger. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel bruit. Je pouvais sentir quelque chose de l'autre côté de la porte, quelque chose qui nous évaluait, décidant quoi faire ensuite. Puis nous entendîmes un grattement, des ongles ou quelque chose de similaire, glissant lentement sur le bois de la porte de haut en bas. Le son me donna la chair de poule. Cela ne dura que quelques secondes, mais cela sembla des heures. Enfin, les pas s'éloignèrent, descendant les escaliers avec la même lenteur traînante de toujours. Le lendemain matin, nous avons examiné la porte. Il y avait des marques, 5 lignes verticales profondes dans le bois, comme si quelqu'un avait traîné des griffes acérées de haut en bas. Mon père les a vues et est devenu pâle. Cette fois, il n'a pas ri. Cette fois, il n'a pas dit que ce n'était que des bruits d'une vieille maison. « Je vais mettre un nouveau verrou », murmura-t-il, un plus solide. Ma mère n'a rien dit. Elle nous a juste regardés, Elena et moi, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié plus que les pas ou les marques sur la porte. J'ai vu une véritable peur. Cet après-midi-là, pendant que mon père travaillait à installer le nouveau verrou, ma mère m'a emmené à part. Elle m'a assis dans la cuisine et a mis devant moi une tasse de chocolat chaud. « Roberto », dit-elle, en utilisant mon nom complet, quelque chose qu'elle faisait rarement. « J'ai besoin que tu me racontes tout ce que tu as vu ou entendu. Tout, peu importe à quel point c'est étrange. » Je lui ai parlé du cercle dans la cour, des pierres, de la sensation d'être observé. J'ai vu son expression devenir de plus en plus sombre. « As-tu touché les pierres ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête, me sentant coupable sans savoir pourquoi. Ma mère ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Ta grand-mère m'a appris des choses, dit-elle finalement. Des choses que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser. Des choses sur la protection, sur comment éloigner ce qui ne devrait pas être ici. Je n'ai pas complètement compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai hoché la tête quand même.
Cette nuit-là, maman a mis à Elena et à moi de petits sachets en tissu sous nos oreillers. Ils sentaient les herbes et quelque chose de sucré que je n'ai pas pu identifier. Elle nous a dit de ne pas les ouvrir, de simplement les garder près de nous. Ils vous protégeront, a-t-elle dit. Mais vous devez faire exactement ce que je vous dis. Si vous entendez des pas cette nuit, ne bougez pas. Ne regardez pas vers la porte. Et surtout, ne répondez pas si vous entendez quelqu'un appeler vos noms. Appelez nos noms, a demandé Elena d'une voix tremblante. Elle peut essayer de le faire, a répondu maman, pour que vous ouvriez la porte. Mais peu importe à quel point la voix semble familière, elle n'est pas réelle. Vous comprenez? Nous avons hoché la tête, même si je ne comprenais pas vraiment. Qui appellerait nos noms? Et pourquoi cela sonnerait-il familier? Cette nuit-là, je l'ai découvert. Les pas ont commencé à l'heure habituelle, mais cette fois-ci, ils étaient multiples. Pas un, mais plusieurs paires de pieds traînant dans le couloir. Ils se sont arrêtés devant notre porte, et pendant un moment, il y a eu du silence. Puis j'ai entendu mon nom. Roberto. C'était la voix de mon père. Mais mon père dormait dans sa chambre de l'autre côté du couloir. Je le savais parce que j'avais entendu ses ronflements avant de m'endormir. Roberto, ouvre la porte, papa a besoin de te parler. Elena m'a serré la main, elle l'écoutait aussi. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas répondre, me rappelant les paroles de maman. Roberto, s'il te plaît, papa est blessé, j'ai besoin que tu ouvres la porte. La voix sonnait exactement comme celle de mon père. Le même ton, la même cadence. Mais il y avait quelque chose de mal dans cette voix. Quelque chose que je ne pouvais pas identifier mais qui me faisait sentir des nausées. Elena, dit une autre voix. C'était une femme, jeune. Elle avait l'air de ma sœur aînée, mais Elena était à mes côtés, tremblante. Elena, c'est moi. Ouvre la porte. J'ai peur. Je regardais ma sœur. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle garda la bouche fermée. Nous nous accrochâmes l'un à l'autre, serrant les yeux très fort. Les voix continuèrent pendant ce qui sembla des heures, alternant entre nos noms, suppliant, ordonnant, menaçant subtilement. Mais nous n'ouvrîmes jamais la porte. Nous ne répondîmes jamais. Finalement, juste avant l'aube, tout devint silencieux. Le lendemain matin, ma mère nous trouva endormis dans le même lit, toujours main dans la main. Elle nous réveilla doucement et nous emmena à la cuisine. Mon père était déjà là, ayant l'air de n'avoir pas dormi. « Nous devons partir, dit ma mère. Nous ne pouvons pas rester ici. »« Nous ne pouvons pas, répondit mon père. Nous venons d'acheter cette maison. Nous avons dépensé toutes nos économies. Nous n'avons nulle part où aller. Alors je vais régler cela, dit ma mère avec une détermination que je ne lui avais jamais entendue. Mais j'ai besoin que vous me laissiez faire à ma manière, sans question. Mon père la regarda pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Pendant les 3 jours suivants, ma mère nous envoya Elena et moi chez ma tante au village. Elle ne nous dit pas ce qu'elle allait faire, juste que lorsque nous reviendrions, tout irait mieux. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous, quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas le voir exactement, mais je pouvais le sentir. L'air était différent. La maison ne semblait plus si lourde, si oppressante. Ma mère avait l'air épuisée, elle avait de profondes cernes et ses mains tremblaient légèrement. Mais elle sourit en nous voyant et nous étreignit fort. « C'est fini, dit-elle. Vous êtes en sécurité maintenant. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis que nous avons déménagé, nous n'avons pas entendu de pas. Des semaines passèrent, puis des mois. La maison semblait normale. Nous pouvions dormir sans peur. Les couloirs ne semblaient plus menaçants. Même le cercle de pierre dans le jardin arrière avait disparu. Mon père l'avait recouvert de terre fraîche et avait planté des fleurs dessus. Je commençais à oublier, comme seul un enfant peut le faire. Mais une nuit, environ 6 mois plus tard, je me suis réveillé assoiffé et je suis descendu à la cuisine pour de l'eau. Il était tard, probablement 2 heures du matin. J'ai trouvé ma mère assise dans l'obscurité à la table de la cuisine, avec une tasse de thé froid entre les mains. Elle avait le regard perdu, fixé sur la fenêtre donnant sur le jardin. « Maman ?» ai-je chuchoté. Elle sursauta, puis me vit et força un sourire. « Que fais-tu réveiller, chérie ?» J'avais soif. Je me suis approché d'elle. « Ça va ?» Elle me regarda pendant un long moment, comme si elle décidait quoi dire. « Viens ici », dit-elle finalement, en tapotant ses genoux. Je me suis assis sur ses jambes, comme je le faisais quand j'étais plus petit. Elle m'a étreint et a posé son menton sur ma tête. « Te souviens-tu de ce qui se passait avant ?» demanda-t-elle doucement. « Les pas ? Les voix ?» J'ai hoché la tête, sentant un frisson parcourir mon dos. « Ta grand-mère m'a appris beaucoup de choses, continua-t-elle. Elle m'a appris sur les protections, sur les herbes, sur les anciens rituels.
Mais elle m'a aussi appris sur les pactes. Des pactes, demandai-je. Parfois, dit-elle lentement. Quand quelque chose d'obscur s'accroche à un endroit, la seule façon de l'enlever est de négocier, lui offrir quelque chose en échange de son départ. Je sentis son cœur battre contre mon dos, rapidement et lourdement. « Qu'est-ce que tu lui as offert ?» chuchotai-je. Ma mère ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était à peine audible. « Du temps, dit-elle. Je lui ai offert mon temps, 20 ans de ma vie en échange qu'il vous laisse en paix. Toi, Elena, ton père, pour que vous puissiez vivre sans peur dans cette maison. Je n'ai pas complètement compris ce qu'elle voulait dire. Pas alors. Mais j'ai vu comment ses mains tremblaient, comment elle regardait par la fenêtre comme si elle attendait de voir quelque chose dans l'obscurité. « Maman ?» Ma voix trembla. « As-tu peur ?» Elle me serra plus fort. « Pas pour vous, » murmura-t-elle. « Jamais pour vous. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger ma famille, et je le referai sans hésiter. » Elle m'embrassa sur le front et me renvoya au lit. Je m'endormis presque immédiatement, comme seul un enfant peut le faire, sans vraiment comprendre le poids de ses mots. Les années passèrent, la maison devint notre foyer. Elena et moi y avons grandi sans autres incidents. Les pas ne revinrent jamais, les voix ne nous appelèrent plus jamais. C'était comme si rien ne s'était passé, mais je remarquais des choses, des petites choses. Comment ma mère parfois restait là, regardant dans le vide avec une expression distante. Comment elle se touchait parfois la poitrine, comme si elle avait mal. Comment elle semblait fatiguée, plus fatiguée que ce qu'une femme de son âge devrait l'être. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis parti à l'université, ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans de plus. Mon père attribuait cela au stress, au travail, à la vie normale. Mais je me souvenais de cette nuit dans la cuisine. Je me souvenais de ces mots sur le pacte, sur l'offre de son temps. 5 ans plus tard, quand j'avais 23 ans, j'ai reçu l'appel. Ma mère avait subi un effondrement. Les médecins disaient que son cœur était faible, inexplicablement faible pour une femme de 47 ans. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Tous les tests montraient qu'elle devrait être en bonne santé, mais son corps était simplement en train de s'éteindre. Je suis allé à l'hôpital immédiatement. Je l'ai trouvée dans le lit, connectée à plusieurs machines, mais consciente. Elle m'a souri quand je suis entré, ce même sourire doux dont je me souvenais de mon enfance. « Parle-moi de l'université », dit-elle d'une voix faible. « Comment se passent tes cours ? Nous avons parlé de banalité pendant un moment, mais finalement je n'ai plus pu me retenir. »« Maman », dis-je, prenant sa main. « Cette nuit-là dans la cuisine, quand j'avais 7 ans, tu m'as dit que tu avais fait un pacte, que tu as offert 20 ans de ta vie. » Elle ferma les yeux et soupira. « Je pensais que tu l'aurais oublié. » « Il s'est écoulé exactement 20 ans, chuchotai-je. Depuis que nous avons déménagé dans cette maison jusqu'à maintenant. 20 ans. Ma mère ouvrit les yeux et me regarda droit dans les yeux. Dans son regard, je vis de la résignation, mais aussi de la paix. « Ça en valait la peine, » dit-elle, chaque seconde. « Vous avez grandi en sécurité, heureux, sans peur. C'est la seule chose qui comptait. Mais toi, tu savais que cela arriverait. »« Oui, » dit-elle simplement. « Ta grand-mère m'a averti du coup des pactes. Rien n'est gratuit dans ce monde, Roberto, surtout quand tu traites avec ceux qui habitent dans l'ombre. Mais c'était la seule façon. Cette chose dans la maison, elle ne s'en irait pas d'elle-même, et je n'allais pas cesser d'essayer d'emporter l'un d'entre vous. J'ai préféré donner le mien, plutôt que de toucher à mes enfants. » Des larmes coulaient sur mon visage. « Ce n'est pas juste. La vie est rarement ainsi, » dit-elle, serrant faiblement ma main. « Mais écoute-moi bien, Roberto, ne te repens pas pour moi, ne porte pas de culpabilité. J'ai pris cette décision les yeux ouverts. Je le ferai 1000 fois de plus. Être mère signifie faire des sacrifices. C'était le mien. Ça fait mal ? Demandai-je, à peine capable de parler. Non, mentit-elle, mais je savais qu'elle mentait. Je suis juste fatigué, très fatigué. Ma mère est morte 3 jours plus tard. Son cœur s'est simplement arrêté à 3 heures du matin. La même heure à laquelle les pas avaient l'habitude de marcher dans le couloir de cette maison. Lors des funérailles, Elena m'a écarté. Elle se souvenait aussi. Elle avait aussi fait les comptes. 20 ans, murmura-t-elle. Elle nous a donné 20 ans de paix, et cela lui a coûté la vie. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Penses-tu qu'elle le savait ?» demanda Elena.
Exactement quand? Je pense qu'elle l'a toujours su, répondis-je. Et je pense que chaque jour, chaque heure, elle savait que cela approchait. Mais elle ne nous l'a jamais fait sentir. Elle ne nous a jamais fait porter son sacrifice. Nous avons vendu la maison peu après. Nous ne pouvions plus y vivre, pas après avoir su le prix payé pour notre paix. Le nouvel acheteur était un jeune homme, célibataire. Nous l'avons averti que la maison avait une histoire, mais il a juste ri et a dit qu'il ne croyait pas aux fantômes. Je ne sais pas si j'aurais dû lui en dire plus. Je ne sais pas si les pas sont revenus après notre départ, ou si le pacte de ma mère s'étendait à quiconque y vivait. Je ne suis jamais revenu pour le découvrir. Mais parfois, dans les nuits silencieuses, où le sommeil ne vient pas, je pense à ma mère. Je pense à la façon dont elle s'est assise à la table de la cuisine cette nuit-là, regardant par la fenêtre vers l'obscurité, sachant ce qu'elle avait fait, sachant le prix qu'elle paierait. Je pense aux 20 ans qu'elle nous a donnés. 20 ans d'enfance normale, d'adolescence sans peur, de nuit tranquille sans pas dans le couloir ni voix imitant nos êtres chers. Je pense à son amour, si profond qu'elle était prête à négocier avec quelque chose qui ne devrait pas exister, à vendre des années de sa propre vie pour acheter la nôtre. Et je me demande si, quand la fin est arrivée, quand son cœur a finalement cédé dans cette chambre d'hôpital à 3 heures du matin, elle a regretté. Je me demande si dans ces derniers moments, elle a pensé que le prix avait été trop élevé. Mais je crois que je connais la réponse. Je l'ai vue dans ses yeux cette dernière fois que nous avons parlé. Je l'ai entendu dans sa voix quand elle a dit qu'elle le referait 1000 fois de plus. Ma mère a fait un pacte. Elle a négocié avec l'obscurité. Et elle a payé le prix complet, exact, jusqu'à la dernière seconde. J'ai maintenant 32 ans, 5 ans de plus que ceux qu'elle a pu profiter après nous avoir sauvés. Chaque anniversaire, chaque année que je vis au-delà de ce qu'elle a vécu après ce pacte, je le ressens comme un cadeau acheté avec son sacrifice. Je n'ai jamais retourné dans cette maison, je n'ai jamais voulu savoir ce qui s'est passé après notre départ. Mais je garde avec moi ces derniers mots, la leçon finale qu'elle m'a enseignée, que le véritable amour nécessite des sacrifices, que protéger ceux que l'on aime signifie parfois payer un prix terrible, et que certains pactes, bien que sombres et douloureux, valent chaque seconde donnée. Ma mère m'a sauvé, elle nous a tous sauvés, et bien que le coût ait été sa vie, bien que le prix ait été 20 ans volés de son existence, elle n'a jamais hésité, jamais douté, jamais regretté. C'est mon histoire. L'histoire de la façon dont ma mère a fait un pacte avec quelque chose qui habitait dans les ombres de notre maison. L'histoire de la façon dont elle nous a acheté 20 ans de paix avec sa propre vie. L'histoire d'un sacrifice que je ne pourrai jamais rembourser, d'un amour si profond qu'il était prêt à négocier avec l'obscurité elle-même. Parfois, quand je ne peux pas dormir, je ferme les yeux et je peux l'entendre. Pas les pas traînants de cette chose dans la maison, mais ses pas doux venant dans le couloir quand j'étais enfant, s'approchant pour vérifier que nous allions bien. Et dans ces moments, dans le silence de la nuit, je murmure les mots que je n'ai jamais pu lui dire quand elle était vivante. Les mots que j'espère d'une manière ou d'une autre qu'elle puisse entendre où qu'elle soit maintenant. Merci maman. Merci pour ces 20 années. Merci pour ton sacrifice. Ça en valait la peine. Ton sacrifice en valait la peine. C'est l'histoire que Roberto a partagée avec moi. Il m'a demandé de la raconter car il voulait que d'autres sachent que l'amour d'une mère n'a pas de limite, même lorsque ces limites s'étendent au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Si vous avez déjà vécu un sacrifice similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour protéger sa famille, j'aimerais lire votre histoire dans les commentaires. Parfois, partager ces expériences nous aide à honorer ceux qui ne sont plus avec nous. Prenez soin de vous, et embrassez ceux que vous aimez. Vous ne savez jamais quel prix ils sont prêts à payer pour votre sécurité. À la prochaine histoire.